Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver. Nouvelle vidéo sur les intoxications, cette fois-ci aux opioïdes. Je vous laisse voir les autres vidéos sur les intoxications. Quel plan on va suivre? Eh bien, un plan tout simplement évident, hein. Qu'est-ce que c'est les opioïdes? Pourquoi c'est important de connaître la pharmaco? Quels sont les risques de complications? Quelle spécialité il existe? Comment traiter un patient intoxiqué? Un petit point de réglementation et quels sont les pièges à éviter? On est parti. Alors, les opioïdes peuvent être naturels ou de synthèse et vont agir sur, comme son nom l'indique, sur les récepteurs opioïdes. Alors c'est vraiment un problème de santé publique puisqu'aux États-Unis, rien que l'overdose de médicaments opioïdes est responsable de 200 000 morts. Et en France, c'est à peu près les mêmes proportions. Je parle de proportions, hein, pas de chiffres. C'est très souvent et malheureusement détourné. Et ces médicaments présentent une triade qu'il faut connaître et on va la revoir. C'est surtout une bradypnée, donc atteinte respiratoire, un effet sédatif et une action au niveau des pupilles. C'est un myosis. Sur le petit graphe que vous voyez, qui est tiré de plusieurs études regroupant les effets sur la personne au niveau de l'axe horizontal et l'axe vertical, comprend l'effet, le préjudice sur la société. Vous constatez que tout en haut à droite du graphique, c'est l'héroïne, puis crack, donc le crack c'est à partir de la cocaïne, euh, qui est une forme de cocaïne. Après il y a méthamphétamine, alcool, bref, l'héroïne, hein, qui fait partie des opioïdes, est le toxique qui est le responsable de plus de préjudices personnels et pour la société. Donc véritable sujet majeur à connaître pour les médecins et surtout aux urgences. Comment fonctionnent les opioïdes? Ils vont agir principalement sur des récepteurs et perturber leur fonctionnement. Il y a plusieurs récepteurs. Globalement, le fonctionnement exact est relativement complexe. Donc pour simplifier les choses, surtout pour simplifier les choses, retenons les trois récepteurs suivants. Donc le récepteur delta qui agit sur la douleur, donc c'est le D de delta, et l'autre D de delta c'est pour antidépresseur. Après il y a l'action sur le récepteur kappa qui va entraîner une sédation, puis au fur et à mesure de l'effet, un état un peu qui est non recherché bien sûr par le toxicomane, c'est un état de colère. Donc c'est sédatif, ça endort, somnolent, ça casse. Et après ça entraîne une colère pour vous rappeler du récepteur kappa. Pour vous rappeler du récepteur mu, qui est le troisième récepteur très important, puisque c'est celui-là que les médecins redoutent, c'est son effet dépresseur respiratoire, donc qui va agir pour le M sur le mouvement respiratoire. On pourra avoir un myosis, et l'effet qui est recherché par le patient, c'est aussi sur le récepteur mu, puisqu'il va mieux, c'est l'état de bien-être. Donc pour vous rappeler, delta, c'est la douleur antidépresseur, récepteur kappa sédatif, donc ça casse, puis l'état de colère, et le récepteur mu, c'est pour le mouvement respiratoire, ça donne un myosis, et le patient va mieux. Par ailleurs, il y a d'autres récepteurs sur lesquels agissent les opioïdes, je ne m'étale pas, et donc la modification de ces récepteurs va entraîner, par liaison avec différents ligands, une modification et va entraîner les différents symptômes. Les ligands, c'est le GABA, les encéphalines, la substance P, la noradrénaline, la sérotonine, le glutamate, bref, il y en a plusieurs. Et l'action va être au niveau du système nerveux central et aussi tout au long de la moelle épinière. Sur le plan pharmacologique, c'est important de connaître, ou en tout cas d'avoir une idée, un ordre de grandeur des demi-vies et des doses toxiques des différents opioïdes. Je ne les ai pas tous mis, bien entendu, mais c'est les majeurs, c'est les plus fréquemment rencontrés. Donc l'héroïne, qui est un toxique, bien sûr, une demi-vie très courte, moins de 10 minutes, avec une dose toxique qui peut déjà être faible, hein. On décrit en tout cas des atteintes pour des doses relativement faibles.
Vous le voyez. Ensuite, la morphine. La morphine qui a une demi-vie assez courte. Pour vous en rappeler, il y a 2 syllabes, comme sa demi-vie de 2 heures, avec une dose toxique à 1 mg par kilo. Ça fait 60 mg en moyenne, hein, si on prend un poids standard de 60 kg. Je prendrai toujours 60 kg comme poids standard. La codéine, qui a une demi-vie un peu plus courte que le fentanyl, c'est 3 syllabes, donc 3 heures. Et la dose toxique est de 3 mg par kilo. Pour le fentanyl, hein, c'est beaucoup moins, bien sûr, hein, parce qu'on va le voir, le fentanyl a une efficacité bien plus importante que la morphine. Donc c'est pas 3 mg par kilo la dose toxique. Ensuite, la buprénorphine, qui encore une fois a 4 syllabes, donc une demi-vie de 4 à 5 heures, et une dose toxique cette fois-ci qui est assez importante, suivant la prise, surtout si elle est orale, il faut de très grosses doses pour que ce soit toxique, mais ça peut être détourné et injecté, la dose est plus faible pour être toxique. Ensuite, le tramadol, 6 heures, comme le citron, je n'ai pas trouvé mieux pour vous aider à vous en rappeler, avec une dose toxique à peu près à 10 mg par kilo. Il y a déjà des effets secondaires à partir de 500 mg. Et enfin, la méthadone, qui a une demi-vie un peu plus longue encore, une journée à peu près, avec une dose toxique aux alentours de 150 mg. Bien sûr, c'est que ce sont des valeurs, hein, qui ne sont que arbitraires, entre guillemets, hein, ce sont des moyennes, mais c'est pour avoir un ordre d'idée. Place maintenant aux complications de ces opioïdes. Ce sont des généralités tout d'abord, après on va se focaliser sur un peu chacun d'entre eux. Donc les complications, bien sûr, la plus redoutée, c'est la détresse respiratoire induite par la bradypnée avec risque d'hypoxie et donc un risque d'arrêt cardiaque, un risque d'inhaler, bien sûr, et de SDRA qui peut s'en suivre dans les 4 heures. Vous voyez sur les 2 radios, en haut à droite, un aspect de SDRA, donc un aspect assez infiltré, avec une opacité diffuse, non systématisée, tandis que la pneumopathie, qui est schématisée par la radio au milieu, en bas, avec ce foyer systématisé qui est plutôt à gauche de l'écran, donc au niveau du champ pulmonaire droit. Ça a aussi un effet antitussif, bah oui, parce que l'héroïne, par exemple, était prescrite et était très utilisée même chez les enfants pour son effet antitussif. C'était utilisé quand ils avaient de la toux. Les complications neuropsychomusculaires, le fameux myosis en tête d'épingle est impératif à rechercher. Il y a aussi un effet de sédation très important et une hypotonie avec plus ou moins hyporéflexie. On pourrait confondre le tableau avec une intoxication au benzo, donc bien regarder le myosis qui se rencontre moins fréquemment quand même, ou en tout cas qui n'est pas décrit en tête d'épingle dans l'intoxication par les benzodiazépines. Bien sûr, le risque d'accoutumance et de dépendance dans les prises chroniques et une hypothermie qui est induite sur le plan central du système nerveux central, qui induit une hypothermie avec par ailleurs des démangeaisons assez importantes et les complications de décubitus qui sont liées à la sédation. Donc on dosera évidemment les CPK. En différentiel, il faudra évoquer la gale puisqu'il y a un contexte souvent précaire. Donc se méfier, regarder entre les doigts. Et pour les complications de décubitus et pour les CPK augmentés, il faudra bien entendu et impérativement penser au différentiel qui est le syndrome sérotoninergique. Mais dans ce cas-là, il y aura plutôt une hyperthermie associée. À avoir aussi en tête que l'héroïne reste à peu près 4 à 24 heures sur les récepteurs et perd au fur et à mesure de son efficacité. Donc, sur le plan sédatif, il faudra avoir cette notion temporelle, hein. Les complications cardiovasculaires existent aussi et peuvent provoquer une hypotension, parfois une bradycardie, mais il faudra dans ces cas-là évoquer une co-intoxication. Et il y a des complications digestives qui peuvent passer un peu à l'as, mais qui sont surtout iatrogènes, c'est la constipation et le risque d'occlusion. Donc toute prescription de morphine ou d'opioïdes doit conduire aussi à la prescription associée de laxatifs. Et par ailleurs, il y a un risque de bas débit digestif. Bref, c'est des petits détails, mais qui font aussi la différence lors des prescriptions.
Voyons un petit peu chaque molécule que j'ai détaillé, que j'ai évoqué précédemment. Tout d'abord, la codéine. Alors, on va y aller par ordre croissant d'efficacité. La codéine, c'est à peu près un dixième de l'efficacité de la morphine, qui peut être pris avec certains alcools, dont le spritz. C'est ce que certains appellent le purple drunk. Il faut se méfier puisque ça majeure la toxicité pour être exact, de cet opioïde. Et la dose généralement préconisée pour l'efficacité est de 20 mg par prise. Le pic d'efficacité, c'est 1 heure dans le sang. La demi-vie, je vous l'ai dit, la codéine, 3 syllabes, donc c'est à peu près 3 heures. Et la dose toxique, 2 mg par kilo, donc ça veut dire on arrive à peu près 120 mg, je vous l'ai dit. Vous voyez que simplement 6 codoliprane, on peut arriver à une dose déjà toxique. Hein. Et au niveau des effets secondaires, une particularité, c'est le fameux syndrome sérotoninergique. Donc, une présentation d'un patient un peu agité en sueur, avec une hyper-réflexie et des pupilles plutôt en mydriase, contrairement aux opioïdes qui ont tendance à donner un myosis. Alors, se méfier des pupilles qui sont intermédiaires chez ces patients. On avance un petit peu, on a parlé du tramadol tout à l'heure, une efficacité un peu plus importante que la codéine, un cinquième à peu près de la morphine, puisque ça agit d'une part sur les récepteurs mu, je vous l'ai dit, donc c'est un petit effet d'analgésie, et c'est aussi un effet sur certains récepteurs monoaminergiques, donc ça inhibe la recapture de noradrénaline et de sérotonine, ce qui veut dire bien sûr qu'il y a un risque d'effet sérotoninergique, de syndrome sérotoninergique, avec une dose générale de prise qui est entre 50 à 100 mg par prise. Une demi-vie, je vous l'ai dit tout à l'heure, de 6 heures, pour vous rappeler citron, donc 6 heures et tramadol de citron, et une dose toxique de 10 mg par kilo à peu près. Donc on évite de donner plus de 400 mg de tramadol par jour et a fortiori chez les patients âgés chez qui on aura même tendance à éviter ce médicament. On avance toujours un petit peu. La morphine maintenant, donc qui sert de standard pour la mesure des opioïdes, avec une dose habituelle de prescription à 0,1 mg par kilo. Vous voyez que le pic d'efficacité, si c'est intraveineux, c'est assez rapide, mais il faut quand même 4 à 5 minutes. Ça ne survient pas immédiatement. Et par voie orale, on est dans les 3 quarts d'heure à peu près. La demi-vie, c'est 2 heures. Il y a 2 syllabes, je vous l'ai dit tout à l'heure. La dose toxique, ça peut survenir en dessous, mais on décrit une moyenne à 1 mg par kilo. Et un effet secondaire, c'est l'histaminolibération, si on utilise des doses assez importantes. Donc on aura l'impression d'une réaction allergique. Les différentiels, ça peut être une anaphylaxie, ou bien la prise de scombrotoxine, enfin la prise involontaire bien sûr de scombrotoxine. Donc vous voyez le patient qui est un petit peu tout rouge comme ça, il faudra évoquer l'histaminolibération. L'héroïne, alors je vais un petit peu m'attarder dessus puisque c'est le toxique illégal bien sûr qui fait partie des opioïdes. Il se présente de plusieurs façons. Son nom, c'est diamorphine ou diacétylmorphine. Concrètement, sur le plan biochimique, c'est une acétylation de la morphine. Et en fait, c'est Bayer qui a donné son nom, parce que le nom de base c'était Heroish, qui voulait dire qu'elle était là pour lutter, telle une héroïne, contre la dépendance à la morphine. Et bien vous voyez ce que ça a fait avec ces problèmes socioculturels de toxicomanie à l'héroïne et ses dépendances très très importantes. C'est à peu près 3 fois plus efficace que la morphine. Il y a plusieurs présentations. Alors, il décrit le brown sugar, ça ressemble un peu à du sucre brun, comme vous voyez sur l'image à gauche, ou le black tar et d'autres noms encore comme Hero ou Cam. Alors, le brown sugar, c'est sa forme de base, c'est-à-dire qu'il faut un acide pour pouvoir l'injecter. C'est plutôt rencontré en Asie.
Le black tar, c'est une forme de goudron noir qui est plutôt issu du Mexique, très très impur. Et après, il y a la forme qui est de plus en plus pure, entre guillemets, hein, l'héroïne qui est blanche, qui est sous forme de sel, en fait, soluble, et qui vient du fameux triangle Liban, Syrie et Pakistan. Là, au niveau de la méthode d'administration, si on peut dire ça comme ça, l'administration fait par voie IV, parfois, par voie respiratoire, inhalée, et par voie orale, ça peut se faire aussi. La demi-vie, je vous l'ai dit déjà, très courte, dans les 10 minutes, et le métabolisme est surtout hépatique. La dose mortelle est très faible, puisque c'est 0,2 g. Donc vous l'avez vu tout à l'heure, hein, 100 mg, il y a des doses toxiques. Bah oui, parce qu'en fait, il y a des cas de décès rapportés dès 100 mg. Et donc vous imaginez quand la personne achète 1 gramme, bah voilà, il y a quand même 10 doses potentiellement mortelles, sachant qu'une dose c'est à peu près 0,1 mg, bref, 0,1 g, vous imaginez la catastrophe, hein. Bref, au niveau des complications, bah, l'utilisation des seringues, des draps qui sont rapportés, au niveau de la méthode d'inhalation, il peut y avoir des brûlures, et c'est une drogue qui est souvent mélangée avec d'autres, comme des benzos surtout, puis l'alcool, la cocaïne, pour limiter l'effet dépresseur, hein, par la suite de l'héroïne, et aussi le cannabis. Bref, à garder en tête pour cette héroïne. Viennent ensuite deux molécules, la buprénorphine et la méthadone. Alors on les confond souvent, et il y a plein de choses à dire sur chacune d'entre elles. Concrètement, qu'est-ce qu'il y a d'important? Alors, on va commencer par la buprénorphine ou Subutex. C'est une forme plutôt sublinguale, contrairement à la méthadone qui est une prise orale. Au niveau de la demi-vie, vous voyez que le Subutex a une demi-vie plus courte, beaucoup plus courte que la méthadone. Le Subutex est éliminé dans les selles, contrairement à la méthadone qui est éliminée par les urines. Donc attention à l'insuffisance rénale en cas de méthadone. Et pour les effets, là c'est très important. Tandis que le Subutex ou buprénorphine a un effet agoniste sur les mus et antagoniste sur les autres, la méthadone a un effet agoniste sur tous les récepteurs, plus ou moins sur le NMDA, c'est-à-dire que on peut très difficilement antagoniser la buprénorphine par l'analoxone. On va le voir, c'est l'antidote des opioïdes, mais à garder en tête, c'est extrêmement important. Pour les autres effets, il peut y avoir des syndromes atropiniques avec le Subutex, donc risque de mydriase, syndrome sec. Quant à la méthadone, risque de syndrome sérotoninergique plus fréquent encore que le syndrome atropinique pour le Subutex. Et donc à ce moment-là, dans la méthadone, il y aura dans l'intoxication un risque de trouver une mydriase, un patient en sueur, etc. Un QT long, allongé, une hypoglycémie, toujours pour la méthadone. Qui peut prescrire ces médicaments? Eh bien, n'importe quel médecin peut prescrire du Subutex, peut être un médecin traitant, tandis que la méthadone, il n'y a qu'un médecin spécialisé qui donne la méthadone, si ça peut vous aider à retenir. Mais c'est important de faire la différence entre les deux. Les risques, c'est quoi? De l'intoxication de ces deux molécules qui normalement sont utilisées pour le sevrage. Eh bien, c'est que les deux soient plus ou moins pilés ou injectés, sachant que pour limiter le risque d'intoxication, la buprénorphine peut des fois être conditionnée avec le naloxone en prise per-os. C'est pour limiter les effets, limiter le fait que ce soit pilé puis injecté, comme ça il n'y a pas d'effet secondaire, on va dire, où ça limite le risque. Les co-intoxications, bah, on en a parlé un petit peu avec l'héroïne, hein, benzo, OH. La méthadone, des fois, les co-intoxications à risque, c'est que les fluoroquinolones. C'est vraiment assez dangereux, ça augmente le QT, donc risque cardio avec ça. OH, benzo, encore une fois, hein. Et la dose toxique, bah, elle est très haute, hein, pour le Subutex quand c'est prise orale. Sinon, prise IV, bah, c'est une dose qui est plus faible. Et la dose toxique pour la méthadone, des doses déjà pas si élevées que ça, hein, 150 mg, il peut y avoir déjà des effets assez dramatiques. A noter que la méthadone pilée a été conçue pour produire une poudre assez gélatineuse et donc limite le risque d'injection et de détournement en fait.
Un petit mot sur le fentanyl et sufentanil. Vous voyez que le suf est beaucoup plus puissant encore que le fentanyl et 500 fois plus fort au moins que la morphine. Ça a une demi-vie relativement courte. C'est utilisé parfois aussi en réanimation pour permettre une sédation rapide, parce que ça agit très rapidement. La posologie habituelle, puisque c'est très efficace, ça a peu d'effets secondaires quand c'est très bien manié. Eh bien, on peut utiliser 20 gamma chez le sujet jeune, deux fois moins chez le sujet âgé. Et au pouce seringue électrique, en général, on peut faire par exemple une ampoule dans 50 cc. Donc, ça nous permet d'obtenir, avec un débit à 5 ml/h, 25 gamma-heure. Donc, c'est à peu près l'équivalent de 0,4 gamma par kilo par heure. Et il peut y avoir une sédation qui est assez intéressante déjà à ce niveau-là. Alors maximum, on va à 2 gamma, alors 2 microgrammes par kilo par heure. Ça fait un maximum à 120 micro-heures pour un poids de 60 kg, sachant que au-delà, il risque quand même d'y avoir des effets secondaires prononcés. Alors, à quoi ça correspond? Juste pour vous donner un ordre d'idée, hein, le 25 microgrammes par heure, c'est-à-dire ce par quoi on commence, c'est à peu près 600 mg de morphine par jour. Donc vous voyez, c'est quand même de très très grosses doses. Voilà pour le sufentanil. Il n'y a pas d'histaminolibération contrairement à la morphine. Sur le plan médico-légal, bien sûr interdit de posséder, consommer ou vendre, bien sûr pour l'héroïne. Les autres opioïdes, c'est à peu près pareil. Et l'héroïne, surtout l'héroïne, c'est la deuxième drogue illégale la plus fréquente en France. 500 000 prises, ou patients, ou personnes qui prennent de l'héroïne par an. C'est peu cher, vous avez vu. Et il existe des kits de naloxone, puisque c'est l'antidote, on va en parler juste après, des kits qui existent pour la population en prise facilitée, que ce soit intranasale ou intramusculaire. Donc le Nalscu, le Pronexad, disponible dans certains centres. Et la détection urinaire, donc qui permet d'analyser et de retrouver ces toxiques, on décrit souvent une limite à 24 heures, au-delà desquelles on trouve rarement dans les urines. Ça peut aller jusqu'à 36 heures, hein, mais au-delà, en général, on peut difficilement le retrouver. La prise en charge, eh bien, elle est symptomatique et l'utilisation de naloxone. Donc on reste symptomatique, s'il est hypoxique, on met de l'oxygène, s'il y a besoin d'intuber, ben on intube, sauf si on tente une réversion. Alors certains médecins préfèrent tenter la réversion en SMUR plutôt que d'intuber si c'est à risque ou si c'est compliqué. Maintenant, bien sûr, si le patient vomit ou s'il y a des gros risques d'une complication respiratoire, il faudra intuber le patient. Alors, l'analoxone, un petit mot, eh bien, ça se présente dans une ampoule, 0,4 mg, qu'on va mettre dans une seringue de 10 ml, et on va faire des bolus de 2 cc par 2 cc. Donc ça nous fait du 0,08 mg par dose. Et on va faire ça plusieurs fois jusqu'à alors une dose maximale selon la littérature et l'intoxication et le degré d'intoxication. Il y en a qui décrivent 2 mg, certains 10, et dans certaines études, ils vont jusqu'à 20 mg pour la buprenorphine surtout, parce qu'il faut des doses monstrueuses pour la buprenorphine, mais gardez en tête que ça marche très très peu, voire pas pour la buprenorphine. Comment vous rappeler de la dose? Et bien, si on écrit naloxone, c'est un petit peu penché pour le X, vous retrouvez un 4, ça vous permet de vous rappeler que c'est 0,4 mg. Quand est-ce que le patient peut retourner à domicile? S'il marche, oui, effectivement. Rappelez-vous que le risque de la naloxone, c'est une réversion très rapide et une agitation majeure au réveil. Donc risque d'agitation et même de stress extrêmement intense. Donc risque de Takotsubo par exemple sur le plan cardiovasculaire. Bref, méfiez-vous aussi des complications liées à la naloxone. Quel piège éviter? Alors je vous propose cette petite vidéo pour vous montrer ce que c'est le syndrome sérotoninergique qui montre des clonus, puisque il y a un des différentiels
lors de ces intoxications, c'est le syndrome sérotoninergique, alors qu'il se présente différemment puisqu'il y a une mydriase, une agitation, des réflexes très vifs. Et donc on peut le rencontrer dans les intox au tramadol, fentanyl, hydromorphone, oxycodone, codéine, méthadone. Et donc vous voyez les règles de Dunkley, j'arrive pas très bien à le prononcer, qui sont alors un des critères suivants, donc prise d'un médicament sérotoninergique et un clonus spontané. Je vous laisse voir la vidéo très très bien faite sur le QR code. Un clonus qui est inductible ou diaphorèse, mais avec une agitation. Un clonus oculaire et agitation ou diaphorèse, c'est-à-dire une sueur profuse. Trémor et hyper réflexie, donc vous voyez, il y a quelque chose qui se joue au niveau pyramidal. On pourrait penser aussi au différentiel d'encéphalite et une hypertonie musculaire et hyperthermie et clonus oculaire ou inductible. Bref, c'est quelque chose qui va jouer au niveau des réflexes, une hyperthermie, des CPK qui sont augmentés. Pensez au syndrome sérotoninergique. L'analoxone, je vous l'ai dit, attention, ça ne répond pas avec la buprenorphine. Et retour de flamme possible, un peu catastrophique. Les polyintoxications sont très 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 fréquentes. Benzo, OH, cocaïne, cannabis. Les patients, une fois le flacon vide, peuvent mettre de l'ammoniac, parce qu'ils l'utilisent comme base pour l'injection des drogues. Et l'ammoniac, c'est un risque de provoquer des grosses brûlures. Donc se méfier aussi du risque de corrosion, hein. Donc risque corrosif chez les patients qui utilisent ces toxiques. Le différentiel du syndrome de sevrage aux opioïdes, ça va donner quelque chose plutôt extrêmement à l'opposé. Et bien on aura ce fameux syndrome sérotoninergique, je vous l'ai dit. Et, pardon, l'intoxication au nalméphène, donc c'est utilisé pour le sevrage alcoolique. Enfin, un patient toxicomane agité, est-ce qu'il n'est pas en manque ou est-ce qu'il n'y a pas une catastrophe qui se prépare derrière sur le plan somatique? Méfiez-vous toujours d'un patient toxicomane agité, il faut prendre soin d'eux. En bref, les opioïdes, c'est des intoxications très fréquentes, très très fréquentes avec des polyintoxications. Une triade pour vous en rappeler, BDSM, Brady, troubles digestifs, sédation et myosis, l'antidote naloxone, sauf sur la buprenorphine, et le syndrome aux opioïdes. Quel différentiel? Eh bien, le syndrome sérotoninergique, ou peut-être une intox à la méthadone. Bref, méfiez-vous de tout ça. On arrive à la fin de la vidéo, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Si c'était le cas, bien sûr, ne manquez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche des notifications, de lâcher un pouce bleu. Et pour moi, il ne reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous et de vos patients.